Alors du coup, on va commencer par un petit peu démystifier tout ça. C'est quoi le growth marketing? Alors c'est une discipline du marketing, traditionnel, mais qui a un petit peu, changé les choses. Donc je vais vous faire un petit peu la comparaison entre le marketing traditionnel et aujourd'hui ce qu'on appelle le growth marketing. Donc en fait, avant, le marketing était là vraiment pour promouvoir des produits. Maintenant l'approche growth marketing, c'est plus d'aller améliorer chaque étape de l'expérience utilisateur. Ça, c'est la 1re différence entre les 2 disciplines. La deuxième différence que je voulais vous mettre en avant, c'est que dans le marketing traditionnel, on allait, s'appuyer sur des études marketing pour chercher de la donnée et puis pour, voilà, analyser un petit peu, les par exemple, les nouveaux produits qu'on allait lancer. On allait chercher de la donnée finalement à l'extérieur de l'entreprise. Alors que dans le growth marketing, on s'attache à collecter toutes les données possibles à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, on va vraiment aller analyser les sites web, analyser la base client et on fait beaucoup d'analyses sur toute la data qui tourne autour de l'entreprise. Une troisième différence, c'est que, voilà, le marketing traditionnel était souvent associé à de la publicité et donc une discipline, pas forcément très bien considérée tout le temps. Alors dans le growth marketing, il y a plusieurs courants, mais un notamment qui s'appuie, vraiment sur l'empathie avec le consommateur et sur, vraiment le fait de se centrer sur le client. Donc on a par exemple la philosophie de Seth Godin, moi que j'aime beaucoup et voilà, qui permet de faire, des actions marketing tout en gardant toujours en tête, les besoins du client. Ensuite une autre, différence, c'est un petit peu le marketing traditionnel, la difficulté à mesurer le retour, sur investissement des actions. Alors que vraiment dans le growth marketing, on essaye de pouvoir mener des actions qui vont être mesurables et sur lesquelles on va pouvoir mesurer, l'impact. Donc finalement, c'est toujours centré autour de la donnée aussi. Mais là où avant on pouvait envoyer des gros budgets publicitaires sur, des choses qui étaient un petit peu, alors soit non digitalisées, soit un petit peu décorrélées du ROI. Avec le growth marketing, on va vraiment toujours chercher à mener différentes actions et pouvoir mesurer l'impact de chacune d'elles. Heu, Ensuite, voilà, une des grosses différences, entre le market traditionnel et le growth, c'est qu'avant, on était sur des roadmaps assez longues, sur des plans définis à l'avance, alors que maintenant, on est vraiment sur des itérations très rapides, des tests sur le terrain et une grosse agilité, en fait, dans la démarche en fonction de ce qui va marcher, en fait, on va faire des cycles très courts de 2 semaines, par exemple, pour tester, bah, voilà, on va tester de diffuser sur un levier, et finalement, on va pouvoir, voir très vite si on doit réorienter dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, au niveau des outils, évidemment, avant, on s'appuyait sur des choses qui étaient, très traditionnelles. Donc je ne sais pas si, tout comme moi en école, vous avez appris, les 4P marketing, les matrices. Finalement, maintenant, on va vraiment s'appuyer sur des outils beaucoup plus technologiques et qui sont en constante évolution, donc qui s'appuient sur les principes du growth hacking. Et du coup, en synthèse de tout ça, heu, pour que vous ayez une bonne vision de ce qu'est le growth marketing, donc on s'appuie sur, les stratégies du marketing avec cette approche toujours empathie et focus client. On ajoute à ça, les techniques et les outils du growth hacking et un petit peu en transverse, on va vraiment apporter cet état d'esprit très orienté test, client, terrain et également data et ROI. Voilà et donc du coup, je vous ai mis un résumé. Ce sont voilà, vraiment des expérimentations rapides sur toute l'expérience de l'utilisateur et c'est une évolution, logique tout simplement du marketing traditionnel. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure, vision de ce qu'est le growth marketing et maintenant on va essayer de voir comment vous allez pouvoir, aller un petit peu plus loin et comprendre, le framework principal du growth marketing. Alors ce framework, il s'appelle le framework ARE et hop, alors c'est un outil growth marketing qui permet d'aller chercher, les bonnes opportunités de croissance au sein d'une entreprise. En fait, il faut se dire que, au sein de l'entreprise, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes,
n'ont pas des difficultés aux mêmes endroits. Il y a des personnes qui ont du mal à faire venir des gens sur leur site. Il y a des personnes qui arrivent à très bien, faire venir du monde sur leur site, mais qui finalement, n'arrivent pas à transformer, à vendre derrière. Il y a peut-être des entreprises qui, voilà, n'ont pas développé le bouche à oreille, donc ils doivent constamment aller rechercher des nouveaux clients et qui ne développent pas cet aspect referral. Du coup, là, je vais vous présenter les 5 étapes. C'est comme, il faut le voir comme un calque qu'on va appliquer sur l'entreprise et on va essayer de définir à chaque étape quels est, voilà, nos points forts et nos points faibles. Donc la première étape, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est tout simplement comment, faire découvrir ma marque, comment trouver, de nouveaux clients. Donc, typiquement faire venir des personnes sur mon site. C'est, le principal levier d'acquisition. La deuxième étape, c'est l'activation. Une fois que ces personnes sont sur le site, comment je transforme leur visite en action positive. La troisième étape, c'est la rétention. Donc, en fait, comment je vais faire en sorte de garder, les clients qui sont déjà venus chez moi, comment je vais faire en sorte de les fidéliser et voilà, qu'ils reviennent, le plus possible. Ensuite, on a le referral. Donc là, c'est comment on va transformer nos clients en ambassadeurs. Et pour finir, le revenu, là, ça va vraiment être comment on peut augmenter, la dépense moyenne d'un client. Et du coup, il ne faut pas forcément voir ça comme un tunnel, chronologique. C'est-à-dire qu'on va peut-être, avoir des personnes qui vont passer, pas forcément dans cet ordre-là, d'une étape à l'autre. Mais en fait, le but du growth marketing, ça va être d'appliquer ce calque à l'entreprise, de voir à quel moment, voilà, quels sont les points forts, quels sont les points faibles et surtout, quelles actions on va pouvoir mener à chaque étape de ce framework pour l'entreprise. Alors, n'hésitez pas à nous dire, si vous avez des questions en parallèle, dans le chat, enfin plutôt dans la partie questions du coup. Alors et du coup, je vous ai mis, un exemple. Donc ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour, vous, pour, prendre de la hauteur sur, par exemple, une mission avec un client. D'aller essayer de vous dire: «Voilà, je connais maintenant le framework art, je vais voir mon client et le considérer à travers ce calque-là et essayer d'arriver à comprendre où sont, voilà, où ça pêche un petit peu et où sont les points forts». Du coup, là, j'ai pris l'exemple d'une agence, B2B. Donc son acquisition, ça va être faire venir des visiteurs sur le site de l'agence et là, on peut aller chercher, bah, tous les leviers, d'acquisition connus. Donc on peut faire des articles invités, par exemple, sur un blog, spécialisé. On peut décider de lancer des posts plutôt sur, LinkedIn, des posts sur Instagram et là, le growth marketing va vraiment nous servir, en fait, de base avec tout cet aspect, test très rapide. On va pouvoir choisir, par exemple, 3 leviers d'acquisition et aller, sur, 2 semaines, par levier, tester des actions, sur chaque levier et voir un petit peu les résultats, obtenus. Ensuite l'activation, pour une agence B2B, ce serait donc voilà, tous les visiteurs de mon site, j'essaye de les guider vers une landing page où, je propose de télécharger les 10 tendances, 2022 en je sais pas si c'est en communication, ça peut être ou en termes de publicité. Là-dessus, l'activation, c'est pareil, on va pouvoir, mener différentes, actions, ce qu'on appelle le lead magnet, donc un livre à télécharger pour obtenir un email. Ça va vraiment permettre d'activer la base des visiteurs et ensuite, pour nous, ce sera beaucoup plus simple d'aller recontacter ces personnes par email plutôt que d'aller, leur refaire, visiter le site par de l'acquisition. Donc il y a souvent, voilà, dans la plupart des cas, il y a des gros enjeux d'acquisition pour les entreprises, mais il y a aussi des enjeux d'activation. Donc typiquement, si vous êtes, par exemple développeur, web et que vous vous occupez du front, bah, vous pouvez vraiment, essayer de challenger l'entreprise sur le fait d'avoir une page qui va permettre d'activer et pas seulement d'aider la personne en lui donnant des informations, mais aller aussi collecter des informations sur cette personne pour aider le marketing à la recontacter plus tard. Ensuite rétention, donc dans le cadre de l'agence B2B, ce serait
de proposer de renseigner en fin de mission, un questionnaire sur la satisfaction client et pourquoi pas, voilà, proposer des actions, pour améliorer, l'expérience. Là, ça va être, vraiment des points gagnés, des points de confiance gagnés avec l'entreprise et finalement, il y a des entreprises qui ont des clients satisfaits, mais voilà, s'ils menaient des actions avec vraiment cette intention de rétention, ils pourraient encore plus, finalement garder leurs propres clients. Heu, Après on a des actions de referral, donc pour l'agence, ce serait de, par exemple, construire un programme ambassadeur. Des personnes, qui acceptent de parler de leur expérience, qui acceptent de laisser un avis publiquement ou de repartager sur un réseau. Et puis, le revenu, ça peut être, voilà, aller créer des services, supplémentaires personnalisés et en fait, voilà, en s'appuyant sur ce framework, on va pouvoir aller piocher un petit peu dans tous les outils du Growth pour, mener des actions sur ces 5 étapes et je sais pas, d'ailleurs, peut-être que, d'ici la fin avec, Maxime, vous pourrez, essayer de deviner, chaque action, pour quelle étape, voilà, elle serait réalisée. Du coup, ce qui pourrait être intéressant pour vous en tant que freelance, c'est d'avoir une, posture sans forcément être grosse vous-même et d'avoir vraiment cette posture où vous allez vous demander: «Quelle est la priorité de mon client?» à partir de ce framework et pour ça, je vous ai mis, des petites questions à se poser pour chaque étape et finalement avec ces questions, vous allez pouvoir voir, quelles sont les voilà, quelle est l'étape qui a le plus d'intensité et qui a le plus de besoins au sein de votre client. Donc ça peut être vraiment, quelque chose pour apporter un petit peu, une compétence en plus à votre, profil. Voilà et du coup, bah, j'en profite aussi pour vous parler, de la newsletter parce que du coup, moi, je l'aborde vraiment, dans ce sens-là. Hem, j'ai créé cette newsletter pour pouvoir, apporter un petit peu la connaissance du growth marketing aux PME qui, n'utilisaient pas tous ces outils et toutes ces méthodes-là et en fait, je vais aller, apporter des conseils, donc un conseil par semaine justement pour, améliorer chaque étape, du framework art. Donc vous pouvez retrouver, pas mal de conseils, on doit être à la 30e, édition par là. Donc n'hésitez pas et puis même, en fait, en ligne, vous pouvez retrouver pas mal de conseils justement en rentrant par cette problématique, des conseils growth pour le revenu, des conseils growth pour la rétention. Ça va vous permettre d'aller vraiment beaucoup plus, dans le vif du sujet et puis de trouver des choses finalement assez simples à mettre en place qui peuvent avoir beaucoup d'impact. OK, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la Et partie, art. dis-moi, Ouais, Marilou, c'est Clément là. Est-ce que je dis ça parce que je pense que tu ne me vois pas. Tu peux non, du revenir tout. rapidement sur le slide avec les questions freelance? Enfin, Ouais, les questions. Du coup, là, ça, parce que je pourrais vous l'envoyer. Vous pourrez me demander, sur, ouais, LinkedIn, il y a je vous enverrai tout ça. Je suis passée vite là-dessus, mais OK, en fait, enfin, c'est juste, une question de timing, tu vois? Pour pas prendre trop de temps, OK. mais en tout cas, ouais, pour vous passer rapidement, en fait, c'est 2-3 questions, vous vous posez, vous mettez dans la peau du client et vous voyez si ou même vous lui posez directement la question: «Est-ce que, les clients, plutôt vous avez des clients qui enfin, vous avez plutôt des clients qui reviennent ou vous êtes souvent sur de l'acquisition de nouveaux clients. Là, vous pouvez identifier en fait qu'il y a un problème de rétention et derrière vous allez chercher des actions, spécifiques à mettre en place, quoi. Voilà. OK, ça marche et du coup, ça, c'est alors du coup, est-ce que ce sont des questions, en tant que freelance qu'il est intéressant de se poser ou qu'il faut poser à ses clients? Je pense que c'est intéressant selon la connaissance de l'entreprise, d'abord de se les poser à soi, d'essayer d'y OK, répondre et si on n'a pas assez d'éléments, d'aller proposer en fait à son client, voilà, même si on n'est pas gross, en fait, on peut très bien, avoir, juste une petite appétence pour ce sujet-là et lui faire se poser des questions. Finalement, c'est des choses très simples et c'est des choses, en fait, il y a rien de complexe dans ces questions. C'est juste que ça va un petit peu mettre dans des cases
et l'aider à faire Et une ressortir fois que tu as les justement ses réponses, tu sais priorités. si tu dois te focus plutôt sur une partie de Ouais, ce framework exactement. plutôt qu'une autre, et tu vois un petit peu peut-être plus tes qualités et tes défauts ou là où ça pêche, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ouais. Ça marche très bien. Bah oui, il y a eu une question dans l'onglet questions justement qui demande est-ce que comment ça s'appelle, les slides seront partagés? Euh, Ouais. donc Bah, du voilà. coup, Donc, vous pouvez me demander sur LinkedIn, je vous enverrai par message le fichier, le slide. Ouais. ok. Ou sinon vous passez me voir et je pense que je pourrais aussi les Ouais, partager. Je te laisse continuer. ça marche. Ok, donc là, on a parlé de voilà, ce qu'était le gross marketing, point de vue conceptuel. Très concrètement, comment on peut se poser les questions pour trouver la priorité en termes de growth d'une entreprise. Maintenant, je vais passer sur quelque chose de un peu plus concept aussi, mais finalement, on sent quand on discute entre grosses marketeurs qu'il y a des points communs et qu'on a un petit peu tous l'esprit, formaté plus ou moins de la même façon et du coup, je vous ai montré un petit peu là, je vais vous montrer 7 éléments qui sont, des choses, communes à pas mal de growth marketeurs et du coup, pour vous, si vous abordez, les choses de cette façon, bah, vous allez devenir progressivement, des petits, growth. Alors le premier, c'est vraiment, test and learn. Le réflexe de tout le monde, c'est en growth marketing, c'est quand on ne sait pas, en fait, on teste. On part sur la première intuition, mais finalement, on base peu de décisions, vraiment long terme sur juste des intuitions. On va chercher à un petit peu tout mesurer et là, comme le représente, l'image, voilà, vous devez connaître les AB tests, mais on se pose des questions sur beaucoup de choses et finalement, on met en place pas mal d'AB tests pour, trouver des bonnes, voilà, trouver des certitudes, en fait. Le deuxième élément, c'est que, finalement, on va essayer de faire en sorte que chaque décision soit basée sur des données et ça, moi, c'est souvent avec mes clients, des discussions, je les fais un peu revenir sur leurs, décisions en leur indiquant, bah, en fait, sur quelles données finalement on a basé cette décision et voilà, ça va faire prendre une direction, à l'entreprise. Il faut s'assurer que, voilà, que très tôt, on arrive à baser ça sur des données. Donc là, c'est une heat map, par exemple. Vous pouvez vraiment installer assez simplement, des outils, de type, Hotjar sur votre site et pouvoir un petit peu voir les interactions. Finalement, ça va pouvoir vous aider à décider comment agencer une page ou quelque chose comme ça. Ensuite, hop, le troisième, c'est vraiment, ouais, très populaire aussi en growth, mais c'est vraiment plus cet esprit un peu start-up qui est de se dire que done is better than perfect. On essaye de faire, on fait, plein de petits tests et finalement on s'accorde la possibilité de faire des choses qui vont pas être parfaites, mais de les améliorer au fur et à mesure. Donc déjà de lancer, on est plutôt sur un mode où on va lancer plein de choses et finalement aller fermer les boucles une par une derrière, mais pas forcément, attendre la perfection pour lancer quelque chose. Typiquement, voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent, en gros, qui peuvent lancer des produits avant même que le produit soit créé ou soit parfait. Ça va vraiment être, un état d'esprit, d'aller, un petit peu capter le besoin et très rapidement peut-être créer 3 landing pages, qui vendent le produit, voir un petit peu si ça prend, améliorer les landing pages au fur et à mesure et peut-être, vendre le produit, à des premières personnes et puis finalement améliorer le produit en augmentant son prix au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment un point fort de cet état d'esprit, c'est que le travail est produit au moins. Ensuite, le quatrième point, c'est que la vérité sort de la bouche des clients. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. On va souvent voir les commerciaux pour leur dire, «Est-ce que vous pouvez noter tout ce que vous disent les clients?» Parce que nous derrière, ça peut nous permettre, par exemple, d'optimiser la page d'accueil. Si vous recevez des appels des clients qui n'ont pas, et que finalement ils ont des freins qui n'ont pas été levés,
on peut ajouter ce petit texte sur la page d'accueil du site et ça va vous débloquer quelque chose et vous allez voir que dans vos appels plus tard, vous allez plus avoir ce frein-là qui aura été débloqué par tel argument. Donc on est vraiment, on essaye d'être main dans la main avec les commerciaux et ou les équipes support qui sont en direct avec le client et de travailler vraiment notre métier en prenant les informations vraiment à la source. Donc il y a les données d'un côté qu'on peut collecter, il y a surtout les données des clients et après tout ça passe, l'intuition ou alors juste les envies, du directeur, des choses comme ça. On essaye de vraiment baser sur décision et données clients. Ensuite, donc là, on va en parler un petit peu après avec Maxime, mais l'idée, c'est qu'on a sans arrêt en tête de pouvoir faire manuellement une fois, mais pas 2. C'est-à-dire, que si on se rend compte qu'on a des actions qu'on fait, tous les jours, qui ont pas une énorme, valeur ajoutée de personnalisation ou voilà, qui peuvent être répétées, on va essayer de trouver un outil ou d'utiliser, des outils comme, Zapier pour aller automatiser ces actions. Donc ça aussi, c'est ce qui permet de gagner du temps, de pouvoir lancer plus d'actions et d'aller apporter notre valeur sur ce qui compte vraiment. Le sixième, c'est, le 6e élément de l'état d'esprit, c'est vraiment on se base beaucoup sur la psychologie, et les émotions pour aller essayer de, générer des décisions. Donc ça, là, on a un exemple de nudge marketing. Heu, Vous voyez, qui permet d'inciter les personnes à aller mettre leur mégot de cigarette, dans le bon, enfin sur le bon joueur par rapport à, par terre dans la rue et finalement, il y a vraiment ce côté-là dans le growth marketing, je pourrais vous donner des références. Il y a des sites qui vont très loin sur, l'étude de la psychologie comportementale appliquée au growth et qui sont super intéressants et mais voilà, on est toujours en train d'essayer d'aller un petit peu capter les émotions. Il y a par exemple, Stan Leloup de Marketing Mania, dans ses vidéos YouTube qui fait ça très bien et voilà, donc tous les mécanismes de psychologie, d'influence, on les retrouve beaucoup, dans l'état d'esprit du growth. Et le dernier élément, c'est un élément que vous devez, connaître aussi, mais c'est vraiment d'essayer d'apporter de la valeur à notre cible, notamment en créant du contenu. Donc, il y a vraiment cette mécanique qui est, dans l'esprit, on est sans arrêt en train de se dire comment on peut apporter de la valeur à notre cible, finalement, quelle action ou alors quel titre d'article de blog ou alors quel post va lui faire un peu l'effet waouh et va se dire: «Ah bah, c'est exactement ce qu'il me faut». Voilà, on a vraiment ça toujours en tête, la valeur, apporter de la valeur à sa cible et et du coup, même si on sait que créer du contenu, c'est quand même un mécanisme assez complexe et qui prend du temps et qui prend de l'énergie. Finalement, on incite très souvent moi j'incite très souvent mes clients à lancer cette mécanique en trame de fond parce que c'est vraiment sur le long terme ce qui va fonctionner. Au-delà des petites automatisations qui vont, générer des retours, très rapides, finalement si ces actions, automatisées s'appuient sur du contenu qui apporte de la valeur, ça va complètement décupler, l'impact des actions et ça peut être, très intéressant. Voilà, du coup, je vais enchaîner rapidement parce que sinon je vais dépasser sur l'autre partie. Mais du coup, il y a des moyens pour aller initier un petit peu cet état d'esprit chez mon client. Donc d'abord chez vous et après pourquoi pas chez vos clients. Là aussi, je vous ai mis un petit peu des questions à vous poser, à vous et à poser aussi, chez votre client pour faire avancer, dans cet état d'esprit, growth marketing. Donc on a: quel contenu apporterait une valeur immense à ma cible? Le deuxième, c'est pour prendre cette décision, quelles données pourraient nous aider? Quitte à aller mettre en place un système pour collecter cette donnée. Le troisième, c'est pourquoi on ne testerait pas cela en mode agile sur 2 semaines? Finalement, quand on vous parle d'un projet qui va s'étendre sur 1 an, on pourrait dire: «Bah, en fait, on va peut-être sortir une V1, sur 2 semaines, voir si ça prend et dans ce cas-là, mettre, plus d'énergie sur, quelque chose de long terme». Le 4, c'est, bonne idée, est-ce qu'on peut avoir une version 1 minimale la semaine prochaine? Donc là, c'est un petit peu sur la même idée, mais, d'aller, sortir, en mode, bien mais pas parfait, quoi. Et puis le 5, pourquoi on fait tout ça déjà? Ces actions ont-elles encore un sens pour le client?
toujours se recentrer un petit peu. Des fois, on part, moi-même dans des missions, en fait, on part sur des problématiques qui sont complètement décorrélées du client. Donc finalement, recentrer tout le monde sur le pourquoi et sur le client, ça peut aussi faire du bien, dans une mission. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et puis, bah, je me tiens à disposition si vous avez des questions maintenant ou après la Merci. partie de Maxime. Merci Marilou, très, très intéressant, très clair. J'ai particulièrement apprécié même là, cette petite dernière partie là. Ouais, C'est vraiment intéressant toutes ces petites questions et parfois on peut se retrouver à faire des choses sans trop se poser de questions et je trouve ça vraiment intéressant. Merci. Du coup, en effet, il y a eu une ou deux petites questions. On va essayer d'y aller rapidement parce que on va commencer là à empiéter sérieusement sur la partie de Maxime. Bon, déjà, pour répondre, comme on a bien répondu à Charles, est-ce qu'on pourra partager le PowerPoint, les slides? Du coup, je te propose, Marilou, au pire, tu mets ton lien vers ton LinkedIn si tu le ouais, souhaites, pour que les personnes qui le souhaitent ça puissent marche. récupérer les slides. Sinon, vu qu'il y a eu pas mal de monde qui a posé la question, il y aura un replay aussi qui sera envoyé en fin de. Normalement, il doit être envoyé automatiquement par Livestorm en fin de webinar, donc vous le recevrez et ça vous permettra de regarder aussi un peu tout ça tranquillement. Entre-temps, il y a eu quelques questions qui ont été posées. Ouais, déjà, Renaud qui nous disait pourquoi Maxime indique Audiard dans le chat, c'est parce que Marie-Lou en a parlé un moment. Voilà. On a une question de Nicolas, mais tu y as répondu juste après qu'il l'ait posée. Il y a Pierre-Loïc alors, qui nous pose une question. Quel est le taux d'adresse mail réellement exploitable lors d'un téléchargement d'un e-book? C'était suite, je pense, à ton exemple d'agence sur la partie, ça devait être la partie activation, ça, ou si je dis pas de Ouais. bêtises. Bah, moi, j'ai eu des très bons résultats sur des e-books qui intéressaient, réellement les personnes. Alors il y a toujours, en fait, quelques concurrents, qui téléchargent, quelques personnes qui sont pas dans la cible, mais bah, si je dois donner un pourcentage, moi j'ai toujours sur les e-books de bonne qualité qu'on a fait, on est, plus de 80 d'exploitables et après, il y a des outils qui permettent de trier un peu ces adresses email, de voir un peu, mais normalement, en fait, si on a une mécanique où la personne est intéressée par le contenu et doit mettre son bon email pour le recevoir, voilà, c'est forcément ils mettent leur bon email et ça m'est déjà arrivé d'avoir quand même des mails un peu, ouais, concurrents, c'est souvent le cas. Donc il faut faire Ça attention revient à un petit peu, je trouve, aussi à ce que tu disais à la fin avec le contenu de qualité. En tout cas, mmh, moi, je m'en rends compte aussi si on prend vraiment le temps de faire du contenu de très bonne qualité, ce qui prend du temps et des ressources. Bah, évidemment, l'exploitation du mail derrière sera plus facile parce qu'il mmh, y aura une confiance qui se sera installée au c'est final. ça. Mais dans l'idée, en fait, il faut pas tellement aller, créer son contenu pour chercher le mail. Moi, typiquement dans la newsletter, à la limite, si les personnes, ne me laissent pas leur mail, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils gagnent de la confiance avec moi en voyant que j'ai créé un contenu qui pouvait leur être utile, quoi et finalement, ça veut dire qu'au-delà de l'email, même s'ils changent d'email, ils vont vouloir quand même, suivre, derrière le contenu que je crée. Donc c'est eux-mêmes qui vont essayer de se rebrancher avec leur bon email, sur le contenu. Donc tout part, en fait, finalement de la compréhension de leurs besoins et de la création du contenu qui correspond. Et du coup, deuxième question, après on va laisser la parole à Ouais, Maxime. Alors il y a Guillaume alors, qui nous fait une question, j'essaie qui parle d'acquisition et d'activation. Donc dans un domaine niche, pas très sexy comme il nous le dit, plutôt grand public. Comment créer assez d'intérêt pour acquérir une audience? Est-ce qu'il nous demande est-ce qu'une newsletter, une page sur les réseaux, des publications régulières sont vraiment utiles? alors il faudrait avoir plus d'éléments pour pouvoir vraiment bien répondre, mais en fait, moi je pense que justement partir sur, des petits tests en fait, où tu te dis: «Bah, en fait finalement, tous les mois je vais essayer de lancer, un nouveau, une nouvelle manière d'acquérir du trafic».
et de voir derrière ce qui prend le mieux. Ça, c'est le plus intéressant. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin là-dessus, à l'intérieur de la newsletter, je propose des petits coachings pour les abonnés de 30 minutes où on discute de leurs problématiques. Donc, à la limite, tu peux prendre un rendez-vous là-dessus. On pourra voir vraiment pour ta niche quelle est la meilleure solution pour lancer peut-être tes 2 premières itérations de l'acquisition. Donc, ouais, n'hésite pas à me contacter pour avoir le lien du coaching. Et puis sinon, ouais, pour moi, ça serait vraiment d'aller tester en fonction de ta niche. Faudrait que j'en sache plus en fait sur la niche, j'avoue, pour avoir la bonne réponse. Ok. Donc, du coup, merci Marie-Lou. Du coup, on va passer à Maxime, qui, je crois, en plus, va faire un lien un petit peu avec tout ce qui a été dit précédemment, en nous parlant de tous les outils et les automatisations qui sont possibles d'être faites, et en lien justement avec toutes ces différentes parties du workflow et de l'acquisition au referral. Voilà, je vous spoil un petit peu là. Hop. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est nickel de mon côté. Je pense que ça va être bon pour les autres. Ok, super. En tout cas, merci Mario pour cette présentation. C'était super intéressant et je pense qu'il y a vraiment un lien fort entre le gross marketing et l'automatisation. Parce que justement, cette mentalité, ce mindset qui nous permet finalement de dire je vais tester une hypothèse A, une hypothèse B. L'automatisation va nous aider justement à implémenter de manière plus rapide et avec moins d'intervention humaine ces différents tests et va nous permettre justement de tester nos hypothèses et d'arriver à des conclusions finalement qui sont les bonnes pour notre audience, pour notre cible. Donc, peut-être très rapidement pour vous parler un petit peu de moi et de mon profil pour que vous puissiez quand même vous situer. Donc, moi, j'ai fait plutôt un cursus ingénieur, donc, ce qu'on pourrait considérer plutôt comme un cursus technique. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre justement à coder et d'apprendre quelques notions très, très techniques durant mon cursus scolaire. Mais en intégrant justement le monde du travail, j'ai voulu plutôt passer sur un angle business et pouvoir appliquer ces techniques très informatiques, très techniques à des problématiques plutôt business. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier qui croît, dont on entend de plus en plus parler en ce moment, qui est les growth operations ou les growth ops. Et moi, que moi je décris comme growth operations ou comment faciliter la vie de ton équipe. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi automatiser? En une phrase, l'objectif, c'est d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Donc, 3 raisons principales. Réduire le temps que passent justement les collaborateurs sur des tâches qui sont répétitives et chronophages. Ceci libère du temps aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et on a aussi un dernier avantage qui est la réduction de l'erreur humaine. On le sait tous, quand on fait des tâches qui sont chronophages, répétitives, parfois on se lasse, on se laisse aller et on fait des erreurs. Pour vous donner quelques exemples de résultats de ce qu'on a pu implémenter chez Vibe et de ce que ça nous apporte aujourd'hui quasiment au quotidien, on a plus de 10 heures qui sont économisées par sales par semaine, du temps qui n'est pas passé à enrichir le CRM, du temps qui n'est pas passé à faire du scrapping, du temps qui n'est pas passé à faire du mailing, par exemple. On a réussi à automatiser 90% du funnel inbound avec énormément de personnalisation permettant justement aux leads qui entrent depuis notre site web, d'avoir une expérience qui leur est propre et qui dépend simplement de comment ils sont arrivés sur notre site web et des actions qui ont été menées. On a réussi à connecter en temps réel notre produit et notre CRM pour que tous les Customer Success Managers et tous les sales aient toute la donnée produit en temps réel dans leur CRM. Ceci les aide justement à mener des actions. Et on peut aussi utiliser l'automatisation pour tout ce qui va être rappel, reporting. Je peux même aller un petit peu plus loin et parler de dashboarding. L'idée, c'est de mettre à disposition de la data, de l'information aux équipes pour qu'ils puissent, comme le dit Marie-Lou, prendre des décisions qui sont data-driven et qui ont un sens. Très rapidement, on va faire une petite définition de l'automatisation. Je suis allé sur Internet, j'ai pris la première définition que j'ai trouvée. Un ensemble de procédés qui rendent l'exécution d'une tâche automatique sans intervention de l'homme. En soi, ça fait 2000 ans qu'on automatise. Il y a 2000 ans, on utilisait des bouteilles d'eau finalement pour mesurer du temps. Dans les années 1900, au moment de la révolution industrielle, on a commencé à automatiser des tâches mécaniques, créer des machines pour assembler des pièces, couper des pièces. Et aujourd'hui, dans les années 2000, on est un petit peu dans l'ère digitale et surtout dans l'automatisation de tâches informatiques. Donc, pour être le plus pragmatique possible, on va tout de suite prendre un exemple. Je vais vous parler de 2 outils. Un outil qui s'appelle Calendly, qui permet de
proposer à des personnes de prendre des réservations dans votre calendrier. Donc, un exemple tout bête, j'envoie mon Calendly à Clément. Clément ouvre mon Calendly, peut prendre un rendez-vous pour demain 14h. Et ce rendez-vous sera directement plugué dans mon calendrier. L'autre outil, Slack, que vous connaissez sûrement, qui est un outil de communication interne qui permet justement de faire soit de la gestion de projet, soit tout simplement de s'envoyer des messages entre nous, d'être notifié lorsque les événements arrivent. Donc, l'exemple que j'aimerais vous donner d'automatisation, qui est un peu le niveau 0 de l'automatisation, est la suivante. J'aimerais que quand quelqu'un book une démo ou quand quelqu'un book un créneau dans mon Calendly, j'aimerais recevoir un message sur Slack m'expliquant, voilà, telle personne a pris un rendez-vous dans votre calendrier à telle heure. Donc, où se fait l'automatisation? L'automatisation se fait justement au niveau de cette flèche. Donc, on va essayer de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour connecter ces deux outils? Comment est-ce qu'on fait pour permettre, pour créer cette automatisation? Donc, je vous spoil un petit peu. En fait, il y a 2 étapes. Comme vous pouvez vous en douter, il faut que l'événement arrive dans Calendly, que Calendly envoie l'information. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est, il faut donner l'ordre à Slack de nous envoyer un message. Donc, pour justement expliquer un petit peu ces 2 concepts, on va parler de 2 idées qu'on a en informatique, dont j'entends beaucoup parler, mais dont on entend très rarement une définition simple. Et souvent, les gens en parlent sans justement avoir la connaissance du principe. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de profils dev dans le webinaire. Pour ceux qui connaissent déjà ces thématiques, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ça, c'est pour tous les autres. Déjà, qu'est-ce qu'une API? Les API, on les utilise des centaines de fois par jour. Quand vous ouvrez Google, que vous tapez le mot piano, parce que vous voulez des informations sur un piano, vous voulez vous acheter un piano, finalement, ce que vous faites, c'est que vous envoyez une requête API au serveur de Google. Ma recherche, c'est piano. Et les serveurs de Google vous répondent avec ce qu'on appelle les SERP, les résultats de recherche, tout simplement. Donc ça, c'est une requête API. À chaque fois que vous utilisez une application, un site web, généralement, derrière, c'est une API. Donc, une API, c'est tout simplement comment parler avec une application. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, une API, ça veut dire Application Programming Interface. Et c'est un ensemble de requêtes qui permettent de communiquer avec une application. Je vous donne 2 exemples. On a la requête GET qui permet de demander de l'information à un serveur ou à une application. Et on a la requête POST qui permet d'envoyer de l'information ou de donner un ordre d'exécution. On va reprendre l'exemple précédent avec ces deux requêtes. Donc, on pourrait se dire, par exemple, je vais utiliser la requête GET pour sonder, pour poser une question. Et je vais demander à Calendly, quand a été la dernière démo bookée? Et Calendly, donc j'envoie cette requête et Calendly me répond demain à 14h avec telle personne. On pourrait également utiliser la requête POST pour ordonner à Slack de m'envoyer à moi-même un message. On lui enverrait par exemple le destinataire, le contenu du message, et Slack me renverrait une réponse me confirmant que la requête a bien été acceptée et que le message a bien été envoyé. Mais si on reprend l'exemple du tout début, nous, ce qu'on veut, c'est pas poser une question à Calendly. Nous, ce qu'on veut, c'est quand quelqu'un book une démo, on veut recevoir l'information. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se dire, par exemple, toutes les 10 minutes, je vais demander à Calendly quand a été la dernière démo bookée, etc., etc. Et lorsque je vois un nouvel événement, je pourrais m'envoyer un message. Pour pallier justement ce problème, on a inventé quelque chose qui s'appelle les webhooks. Donc, le webhook, c'est le deuxième terme dont j'aimerais vous parler très rapidement. Et c'est, généralement, on le définit comme une reverse API. Pour ceux qui veulent lire un petit peu plus sur ces thématiques de webhook, je vous conseille un article qui a été écrit par Paul, qui est disponible sur le site d'Emile School. Et le principe est le suivant. Au lieu de sonder, au lieu de demander toutes les 5 minutes, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il se passe quelque chose, jusqu'à ce qu'un événement se produise, c'est plutôt l'application où se produit l'événement qui va envoyer une information lorsque l'événement se produit. Pour revenir à l'exemple, lorsqu'une démo est bookée, Calendly va envoyer un webhook avec les informations sur la démo qui a été bookée. Alors, pourquoi est-ce que justement j'ai voulu vous parler de ces 2 concepts? Parce que je considère que c'est 2 concepts qui sont fondamentaux dans cette notion d'automatisation aujourd'hui. L'automatisation aujourd'hui se fait par l'interconnexion de nos différentes applications, que ce soit Calendly, que ce soit Slack, que ce soit HubSpot, Salesforce, etc. Mais il nous faut aussi un outil. C'est-à-dire qu'il nous faut un outil pour recevoir ce webhook et il nous faut un outil pour envoyer cette requête API. Et donc là, justement, je vais vous parler de comment automatiser
de tous les différents outils qu'on a à disposition pour créer des automatisations, pour créer ce qu'on appelle des workflows. Un workflow, tout simplement, un ensemble d'actions qui permettent d'automatiser une tâche. Ceux-ci vont du no-code jusqu'au custom code. Donc, quand je dis no-code, je veux dire vraiment qu'aucune connaissance en Python, en JavaScript ou en langage de programmation n'est nécessaire pour commencer à créer ces automatisations et commencer à automatiser des tâches. Et du custom code, ça va littéralement être écrire un script en Python, par exemple, le déployer sur un serveur et le faire s'exécuter de manière régulière. On observe une tendance générale qui est plus on est vers le no-code, plus on a un prix qui est élevé par action. Et c'est plutôt normal car derrière, il y a tout le travail de traduire cette interface visuelle que vous voyez en code, parce qu'en fin de compte, tout n'est que du code. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être n8n, parce que n8n, c'est un petit peu mon outil préféré d'automatisation. C'est celui qu'on utilise chez Vibe, et c'est l'outil que j'aborde justement dans le cours d'N8N sur Data and Marketing Automation. Et donc, justement, c'est avec N8N qu'on va recevoir ce webhook de Calendly et on va envoyer une requête API qui va être une requête post, en l'occurrence, vers Slack pour me dire que quelqu'un a booké une réunion. Rentrons dans un exemple un petit peu plus complexe pour que vous puissiez justement vous faire une idée et ensuite on passera très rapidement sur N8N pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc nous, on a une équipe sales. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Vibe, on est une solution de support visuel à destination des grands comptes. Et donc, ce que font nos sales, ou en tout cas ce que faisaient nos sales, c'est qu'après avoir déterminé notre ICP, donc Ideal Customer Profile, les entreprises que nous souhaitons adresser, ainsi que les personas qui, au sein de ces entreprises, sont des personnes intéressantes pour nous de contacter, ils utilisaient LinkedIn, et plus précisément Sales Navigator, pour faire une recherche et déterminer une liste de contacts à qui ils aimeraient envoyer une séquence d'emails, par exemple. Ensuite, ils utilisaient Phantom Buster pour transformer cette recherche LinkedIn en un Google Sheet ou en un Excel de profil. Et ensuite, ils utilisaient un outil comme Drop Contact pour enrichir justement ces profils et ajouter l'email, la localisation géographique et plein d'informations supplémentaires qui peuvent être utiles pour leur mailing. Parfois, ils passaient par des outils additionnels comme Clearbit ou Appalizer. Dans ce webinaire, je vais mentionner beaucoup d'outils. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser et on pourra revenir sur ces outils et je pourrai vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'ils font. Donc ça, c'était le process qui était mené, on va dire, peut-être 1 ou 2 fois par jour par tous les sales. C'est un process qui manuellement prend, on va dire, entre 30 et 45 minutes en fonction de l'appétence pour la personne à manier des Google Sheets ou des Excel. Et donc, on a décidé d'automatiser. Comment se manifestent ces automatisations? On s'est dit, tout ce processus, en fait, on peut le faire de manière automatisée. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut juste le lien Sales Navigator. Donc, on a créé ce Google Sheet. Et c'est un Google Sheet dans lequel les sales peuvent venir, mettre leur lien Sales Navigator, donner un nom à leur export et un nombre de contacts. Et nous, on va s'occuper de faire tout le reste. Et une fois que c'est fini, on envoie un message au sales, on lui dit « Votre export est terminé, vos contacts sont prêts, vous pouvez commencer à faire votre mailing. » Donc, si je reprends un petit peu les schémas qu'on a utilisés précédemment, voici le schéma. Le sales prend son lien LinkedIn, le met dans le Google Sheet. On récupère le lien dans le Google Sheet et on l'extrait avec Phantom Buster. On enrichit les profils avec Drop Contact, on les ajoute dans HubSpot, on les ajoute dans un nouveau Google Sheet pour que le sales puisse aussi jouer avec la donnée. Et finalement, on notifie le sales sur Slack. Là, je vais passer sur N8N et vous allez voir, si tout s'est bien passé, ça devrait être tel quel. Voilà. Donc, bienvenue sur N8N. N8N, c'est un outil où on peut justement utiliser des nodes pour se connecter à différentes API ou recevoir des webhooks ou utiliser finalement des services. Et ce workflow, c'est une version simplifiée d'un workflow qu'on utilise tous les jours, qui permet justement, vous pouvez voir, j'ai nommé les nœuds pour que ce soit un petit peu plus clair. On récupère l'input du sales, on scrape les contacts pour chaque URL, on enrichit avec Drop Contact, et ensuite, on ajoute dans HubSpot, on crée une nouvelle sheet pour qu'il puisse jouer avec la donnée, et on notifie le sales que son export est prêt. Alors, si on retourne sur le slide, maintenant, j'aimerais élargir un petit peu. Donc ça, c'est un exemple qui est très B2B, je dirais grand compte, peut-être que ça marcherait justement, mais en tout cas, c'est très B2B. Ce que je voulais finir justement en vous donnant d'autres exemples que vous pourriez peut-être appliquer.
Tous les exemples que je vais vous lister là sont tout à fait implémentables avec du Zapier en no-code, comme avec du pur Python en custom code. L'idée, bien sûr, je ne peux pas vous donner toutes les automatisations qu'il vous faut pour votre entreprise. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner de l'inspiration et peut-être que ça vous donnera une idée d'automatisation qui marchera pour vous. La première, c'est le scoring et le routing de leads. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à un challenge qui est comment est-ce qu'on fait pour gérer les leads entrants. On a beaucoup de leads qui, si je reprends l'exemple de Marilou, téléchargent un e-book, qui demandent une démo, qui font une action A, qui font une action B. Donc, on pourrait, par exemple, automatiser le scoring et le routing des leads. Donc, le scoring, c'est d'attribuer une valeur à chaque opportunité en fonction de la probabilité que cette opportunité a de nous rapporter de l'argent, in fine. Donc, on pourrait utiliser un outil de landing page pour justement distribuer ce e-book, comme Unbound ou même WordPress ou autre Webflow pour créer ces landing pages. Une fois qu'on a un formulaire qui est rempli ou un contenu qui est téléchargé, on enrichit avec Clearbit, qui est un peu un concurrent de Drop Contact ou un équivalent de Drop Contact. On peut scorer le lead avec MadKudu, qui est une IA qui permet de faire justement du scoring de lead. Et ensuite, on distribue. On envoie un message Slack au sales en disant « Vous avez une nouvelle opportunité qui vous a été attribuée ». Et on crée également le contact dans Salesforce pour faciliter la dernière étape qui va être de contacter le sales. Deuxième exemple. Ça, c'est un exemple qui est un petit peu plus B2B, et c'est un exemple d'un peu une nouvelle branche du growth que j'apprécie beaucoup, qui est le Product-Led Growth. Le Product-Led Growth, c'est l'idée d'avoir tout simplement un produit qui est tellement bien, qui est tellement facile à utiliser, et qui est si frictionless, donc où en fait, on n'a pas besoin de parler à quelqu'un, on n'a pas besoin de donner beaucoup d'informations pour commencer à l'utiliser. Vous connaissez tous, c'est vraiment le modèle freemium que tout le monde connaît. Donc, on pourrait, par exemple, connecter le CMS, donc Webflow, WordPress, là où les personnes s'inscrivent à votre produit. On pourrait le connecter au CRM, histoire d'avoir toutes les informations des inscrits dans le CRM, et on peut brancher HubSpot à Salesloft ou Lemlist ou autre pour faire du mailing et fournir une expérience personnalisée en fonction de la page de conversion, en fonction de pas mal de différentes informations. On peut également le connecter directement à votre produit pour que l'étape de site web à produit se fasse sans intermédiaire et que automatiquement on puisse accéder au produit. Comme on pourrait également envoyer des informations sur le lead aux outils de paid acquisition comme Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, les ajouter à des audiences pour, in fine, améliorer votre acquisition et pouvoir créer, par exemple, des audiences similaires aux personnes qui ont téléchargé votre produit. Un tout dernier exemple, je fais vite, il ne me reste pas beaucoup de temps, et ça rejoint quelque chose ça rejoint un sujet dont parlait Marilou, c'est ce sujet très data. Pour faire de la growth, il faut mesurer et il faut pouvoir prendre des décisions justement sur ce qui a été mesuré. Donc, moi, une des applications que j'aime beaucoup dans les outils d'automatisation, c'est le fait de créer une architecture data. Donc, de prendre toutes les infos, toutes les informations, toutes les données des différents outils qu'on utilise au quotidien et de les centraliser dans un data warehouse comme Google BigQuery, histoire d'avoir une source de vérité unique à partir de laquelle on peut brancher des outils, des dashboards pour créer de la visualisation et prendre des décisions. Donc, on connecte des outils comme Trello, HubSpot, Intercom, on automatise et on transforme la donnée, on uniformise la donnée avec un outil comme N8N et on stocke et on visualise avec, par exemple, la stack Google. On pourrait utiliser AWS, on pourrait utiliser Tableau, par exemple. Pour finir, je finis sur deux mêmes, histoire de finir sur un ton un petit peu plus léger. Je pense que ce métier de Growth Ops, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre un certain momentum en ce moment. On voit une vraie synergie entre des techniques et des thématiques très business, des techniques et des thématiques très qu'on pourrait considérer plutôt proches du développeur. Donc, you can't lose your job to automation if you're the one programming the automation. Donc, moi, je conseille à tous d'apprendre à automatiser, d'apprendre les concepts pour pouvoir justement avoir des compétences qui vont vous valoriser sur le marché du travail. Et le deuxième, et ça je vais le laisser à l'écran pour ceux qui veulent le lire, quand on fait de l'automatisation, c'est très facile de se dire ça je l'ai fait, je le comprends, j'automatise, c'est fini. Je pense que ce n'est pas ça le mindset qu'il faut avoir. Le mindset qu'il faut avoir, c'est de se dire où est le gain de temps ? Comment est-ce que moi je peux optimiser mon temps ? Si c'est passer 2 journées pleines à automatiser une tâche qui prend 1 minute à faire une fois par semaine, peut-être que ce n'est pas un bon ROI sur votre temps. Donc, l'important, c'est faites simple, ne vous prenez pas la tête,
Faites des choses qui ont un impact direct. Et surtout, ne vous laissez pas abattre comme, comme la jeune dame dans ce même. Tous ces sujets-là et bien plus sont abordés justement dans la formation Marketing Data Automation que j'ai coécrit avec Émile. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez surtout pas à passer voir la page. Il y a pas mal de contenu et c'est un cours, en tout cas, que moi, je trouve super intéressant. Et si jamais vous voulez les slides, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, m'envoyer un petit message et je vous partagerai avec plaisir les slides, quelques petits tips ou les outils dont j'ai pu parler dans ce webinaire. Voilà, merci. Merci à toi, Maxime. Alors, j'ai posé plein de questions moi-même déjà. Mathilde qui nous dit, c'est vrai qu'on vite se perdre dans ces outils et passer plus de temps à les mettre en place qu'à les utiliser. C'est vrai que pour le coup, alors, merci beaucoup, je suis vraiment super intéressé par ces sujets. Moi, je sais que là, on a beaucoup de freelance dans l'audience. Moi-même, je suis freelance et Marie-Lou pourra nous le confirmer aussi. Quand on est freelance, on vend le temps qu'on passe donc, à travailler sur une tâche. Donc, si on peut automatiser un maximum pour réussir à passer moins de temps sur des choses qui apportent pas trop de valeur et qui sont plutôt chronophages. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me passionne en ce moment. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir avoir pu t'écouter sur ces sujets-là. Bon, déjà, si tu veux, là, le temps qu'on réponde aux questions, alors peut-être que tu seras occupé à répondre aux questions, donc, mais tu pourras mettre le lien vers la petite formation Émile. Alors, je crois que je suis assez bien renseigné parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis inscrit. Et du coup, il y a une session au mois de janvier, parce que là, celle-là est déjà full d'après ce que... Alors, passons aux questions. Je te laisse, si tu veux, partager le lien. Ouais. Alors, je vais vous partager plusieurs liens, comme ça, vous aurez tout d'un coup. Moi, j'ai déjà mis celui sur les webbooks. Ok. Alors, attends. Je vais d'abord faire les questions et ensuite tu vous en verras. Ouais, ok. Alors, du coup, déjà, il y a Youssef, ça commence là sur les questions. Donc il nous dit pourquoi Calendly n'aurait pas pu faire un post. Alors ça, c'était concernant ton slide avec API et webbook de Calendly vers le Slack. Eh ben, Youssef, tu as tout à fait raison. C'est exactement ce que c'est. En pratique, c'est ce que fait Calendly. Mais je voulais vraiment parler de webbook au lieu de rester uniquement dans ce framework API. Parce que c'est vraiment une notion à part. Et en fait, je voulais vraiment aborder ces deux sujets comme deux sujets complémentaires, parce que, à mon avis, je ne suis pas un très grand utilisateur de Calendly, mais peut-être qu'il faudra configurer le webbook dans Calendly. Et avoir cette connaissance et savoir que finalement, ce que fait Calendly, c'est un post une fois que la démo est bookée, ça aide justement à comprendre et à mettre en place cette automatisation. Mais il y a vraiment cette notion de webbook qui est... franchement, tu as raison. C'est un post que fait Calendly quand une démo est bookée. Donc, en fait, il y a certains outils qui proposent déjà des choses peut-être natives ou quelque chose comme ça et qui permettent de... Okay. Je donne quelques exemples. Enfin, je donne un petit exemple. Par exemple, tu peux, avec HubSpot, si tu te crées un compte développeur et que tu mets en place justement les webbooks HubSpot, tu peux demander à ce que, dès qu'un contact est créé, un webbook soit envoyé à tel outil. Où tu peux dire, dès qu'une propriété de ton opportunité est mise à jour, un webbook est envoyé à tel outil. Et ça te permet justement d'être notifié, par exemple, tu pourrais être notifié à chaque fois qu'une opportunité est gagnée, parce que le webbook, avec l'information sur l'opportunité qui est gagnée, est envoyé à une UITN qui enchaîne sur un message Slack, par exemple. Ok. Du coup, ça fait un peu... Alors, du coup, il y a pas mal de questions qui ont été posées par moi parce que j'ai vraiment pas mal de questions à ce niveau-là et encore, je me limite, sinon je te coupais toutes les 3 secondes. En vrai, je me demandais un peu où était la limite de ces automatisations parce que moi, comme ça, j'ai les limites des connexions qui sont, je sais pas, moi, par exemple, j'utilise beaucoup Typeform. Il y a déjà plein de connexions qui sont natives dans Typeform. Si je ne vais pas utiliser un Zapier en plus, je suis assez limité dans les connexions. Et j'imagine qu'avec Zapier, on est aussi bien limité. Et qu'ensuite, voilà, est-ce que c'est possible de connecter tout avec tout
vraiment, ou est-ce qu'il y a des limites? Je parle notamment, je sais pas si je veux une donnée très particulière des réseaux sociaux que je veux venir connecter pour faire remonter dans un dashboard que je veux automatiser sur un Google Sheet ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est possible ou est-ce que il y a certaines choses qui sont pas faisables? Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu un cas particulier parce que, vous le savez, LinkedIn, Facebook, ils détestent qu'on les scrape. Et en fait, avoir une API ouverte à tous qui permet de demander des informations, ça rendrait le scrapping beaucoup trop facile. Donc, les réseaux sociaux, c'est un petit peu un cas particulier. Mais en fait, aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette conscience du fait que tout est API. Il n'y a pas d'intégration sans API. Il n'y a pas d'intégration sans justement ce langage qui permet aux applications de se parler entre elles. Et c'est pour ça que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'automatisation de diguer un peu cette thématique d'API. Qu'est-ce qu'une API? Qu'est-ce qu'une documentation API? Comment on fait pour lire une documentation API? Et typiquement, Clément, c'est des sujets qu'on va aborder durant le cours. C'est important de savoir lire une documentation API parce qu'en lisant la documentation API, tu apprends ce que tu peux faire via l'API. Donc, par exemple, il y a une documentation API pour expliquer comment récupérer un contact depuis HubSpot. Donc, pour vraiment répondre à ta question, la plupart des outils que tu utilises au quotidien vont avoir une API. Tu tapes le nom de l'outil plus API dans Google, il y a 95% de chances que la documentation sorte et que tu puisses faire à peu près n'importe quoi. Très rares sont les outils aujourd'hui. Franchement, les outils qui n'ont pas d'API aujourd'hui, ça va être des toutes petites équipes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Prospectin. Oui. Prospectin, c'est une petite équipe, ils viennent de se lancer. Ils n'ont pas encore d'API. À terme, ils vont en créer une. Je parlais avec l'équipe. Mais aujourd'hui, non, parce qu'ils ne sont pas encore à ce stade de développement. N'importe quelle entreprise qui a, par exemple, fait une série A ou qui a dépassé, on va dire, le million d'ARR, aura une API sans le moindre doute. Ok. Très clair. Je passe à une prochaine question de Nicolas. C'est assez intéressant. Je ne m'étais pas du tout posé la question. Je passe un bonjour à Nicolas aussi que je connais. Au niveau RGPD, doit-on renseigner tous ces outils dans nos CGU étant donné que l'info client passe par plusieurs outils tiers? Est-ce un frein? Est-ce que tu es au courant de ça? Je ne me suis jamais posé la question. C'est très intéressant. Ouais, alors, c'est... généralement, il me semble, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, il me semble que dans les CGU, on doit principalement parler justement des cookies qui sont utilisés par les différents outils, mais en l'occurrence, pas la façon dont est traitée la donnée. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris en discutant avec notre cabinet d'avocats. Après, il faut aussi utiliser des outils qui ont les certifications nécessaires, Drop Contact et certifié RGPD. Si tu passes une liste de profils LinkedIn dans Drop Contact pour extraire leur email, tu ne devrais pas avoir de problème relatif à la RGPD. Après, quand on fait de l'automatisation, c'est une vraie question à se poser. Typiquement, le cold emailing, c'est pas très bien vu en termes de RGPD, à moins de mettre ce unsubscribe à la fin des emails, qui est obligatoire légalement. Je ne peux pas vous conseiller de ne pas être RGPD. Il faut au maximum possible s'y tenir. Et justement, en utilisant des outils qui sont connus et reconnus pour ne pas avoir ce type de problématique. C'est là qu'on arrive à la limite du hacking. Non, mais c'est vrai qu'on a aussi cette vision parfois un peu du gros comme quelque chose un peu qui peut parfois jouer avec les limites de la légalité, comme on peut voir en SEO. C'est pour ça que j'utilisais le mot black hat tout à l'heure. Ça va être une question plus de valeur et de ce qu'on de soi. Est-ce que j'ai pas le mot qui me vient, mais soit on décide d'être totalement blanc, soit on peut faire des choses qui sont moins, on va dire, dans les clous. Ouais, je comprends. Après, il vaut toujours mieux rester... Franchement, je pense que cette idée de black hat, c'est un peu une craze, une trend. On se dit toujours, ouais, c'est en faisant des trucs plus sombres que je vais avoir plus de croissance. Je vois tellement d'entreprises qui ont tellement d'opportunités qui se présentent à elles, qui sont tout à fait légales et viables et scalables. Franchement, concentrez-vous déjà sur ce que vous avez le droit de faire. Et une fois que vous êtes parfait sur ce que vous avez le droit de faire, là, peut-être vous poserez la question de qu'est-ce qu'on peut faire d'un petit peu plus black hat. Marie-Lou, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Je vois que tu t'es unmute. Ouais, je suis unmute. Non, mais je pense que c'est une question qui vient... quand on commence le gros, on se pose la question un peu de son éthique et de ses limites. Mais en fait, comme dit Maxime, je suis complètement alignée.
Pour moi, il y a déjà 3/4, même peut-être plus des entreprises, tu vois, qui vont pas jusqu'à la limite du légal. Donc déjà, il faut aller exploiter tout ce qu'on peut et il y a des possibilités. Avec tous les outils qui sont conformes à RGPD, en fait, il y a déjà des possibilités assez profondes. Et du coup, je voulais aussi rebondir sur la question. Vous parlez d'un marketing proche du client ciblé. Oui, Alors que vous justement, je préconisez voulais plus, te demander ton avis aussi, Marilou. Donc, Abdourahman, je ne sais pas si tu l'as vu, ouais. Maxime, qui nous dit, vous parlez d'un marketing proche du client et ciblé, alors que vous présentez des outils impersonnels. Mon avis aussi là-dessus, n'y a-t-il pas une Ouais. contradiction? Non, mais je pense que c'est une question complètement légitime et tu as raison de la poser parce qu'en fait, c'est vrai que c'est toute la contradiction du growth marketing et du growth en général. On se dit qu'on est là pour se centrer sur le client et puis finalement, on va chercher à tout automatiser pour pouvoir, entre guillemets, faire le moins de taf possible. Donc, non, moi, du coup, là-dessus, justement, toute cette partie automatisation, il y a beaucoup à automatiser avant d'aller sur l'automatisation de ce qui apporte de la valeur au client, quoi. Typiquement, c'est pas la première chose à automatiser. Déjà, à l'intérieur des process, entre les commerciaux, entre les équipes, pouvoir vraiment faciliter tout le travail du commercial et lui laisser tout son temps et toute son énergie sur justement ce rapport avec le client. Pour moi, c'est ça vraiment le rôle de l'automatisation. Et après, il y a aussi des degrés d'automatisation et des petites techniques. Ce que je peux te dire, typiquement, si on prend un exemple qui est, on va dire, qui est très, je vais caricaturer un peu, mais tu vois, tu pourrais faire un scrapping de tout LinkedIn et envoyer un message automatique, non personnalisé. Ça, c'est le niveau un petit peu zéro de l'automatisation slash personnalisation parce que c'est juste du travail qui ne va pas forcément ramener les meilleurs résultats. Alors que si tu fais une recherche ultra spécifique sur LinkedIn qui t'amène à ton client cible et du coup, tu as 50 résultats, en fait, à ce moment-là, il sera temps de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser, quitte à faire un test. Peut-être que en fait, sur les 25 premiers, on va écrire manuellement et sur les 25 suivants, on va envoyer quelque chose d'automatisé et on va voir en fait si ça vaut le coup d'automatiser en termes de résultats. Et puis, autre chose, c'est qu'à l'intérieur de ta recherche, si tu vas chercher quelque chose de très, très ciblé, tu vois, par exemple, on va dire, les responsables marketing qui travaillent, je sais pas, dans la région de Bordeaux, parce que tu les cibles pour ton entreprise comme ça. En fait, si tu as assez ciblé ta recherche, tu vas pouvoir leur adresser un message qui, leur donne des indications qui sont complètement pertinentes pour eux et du coup, utiliser des outils d'automatisation, mais finalement pour rester sur du ciblé et quelque chose qui va leur parler. Tu vois, si tu développes un contenu qui va parler à ce profil-là et que tu personnalises ton message, ça peut marcher avec des outils d'automatisation, quoi. Voilà, la réponse, mais Maxime, tu as peut-être aussi un avis là-dessus. Ouais, alors je vais vous partager une vidéo YouTube que j'ai regardée il n'y a pas longtemps et qui d'ailleurs a été l'inspiration de mon exemple sur comment faire du scoring et du routing de lead. Donc c'est une vidéo de Guillaume Cabane qui est un peu une des grandes figures de la grosse en France et qui donne spécifiquement cet exemple de on a notre site web, on a des leads qui arrivent, on les enrichit avec Clearbit, on les score avec MadCooloo et on les distribue justement aux sales. Ça, c'est typiquement un exemple où l'automatisation peut apporter de l'humain, dans le sens où, en fonction du lead qui a converti sur le site, on va pouvoir déterminer son type de poste. Peut-être que c'est un ingénieur. Alors, peut-être pour vous donner un petit peu de contexte, ça, c'était le funnel inbound de Segment. Donc, Segment, c'est un outil qui permet de connecter un petit peu tous les différents outils. C'est un outil qui est relativement centré autour de la data, qui peut être utilisé par des ingénieurs pour construire une architecture data, ou qui peut être utilisé par des marketeurs, par exemple, pour mieux comprendre ce qui se passe en Google Analytics, connecter leurs outils, etc. Et donc, ce que explique Guillaume Cabane dans cette vidéo, c'est en ayant l'information sur la localisation géographique, sur la langue que la personne parle, sur le type de poste, sur son ancienneté, on va pouvoir lui adresser différents messages. Si c'est un ICP, peut-être que c'est le fondateur qui va envoyer un email. Peut-être que si c'est un ingénieur, c'est un des devs qui va envoyer un email avec de la documentation technique. Peut-être que si c'est un marketeur qui convertit, on va lui envoyer 3 case studies sur comment implémenter Segment pour faire du marketing. Et en fait, il y a tout ce temps qui est gagné et ça évite d'avoir des dizaines de personnes qui sont là en train de se dire « Ok, j'ai une adresse mail.
qui est cette personne? Parce que ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Tu as juste une adresse mail, et qui est cette personne? Que fait-elle? Qu'aime-t-elle faire? Quelle langue parle-t-elle? Et on peut utiliser l'automatisation pour répondre à toutes ces questions et au contraire fournir une expérience beaucoup plus personnalisée. C'est clair. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça. L'automatisation, quand c'est pas segmenté et pas bien, quand on n'a pas bien les informations pour pouvoir personnaliser les messages, c'est pas ouf. On le voit parfois même. Je sais pas, moi je vois des gens que je suis sur Twitter et des choses comme ça, on voit que c'est que des automatisations d'autres réseaux sociaux, donc le message n'a pas été créé spécialement pour ça, et dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucun intérêt, et je trouve même que ça dessert plus que ça ne sert. Donc je comprends totalement la question d'Abdourahmane, et je trouve que vous y avez très bien répondu. On va pas trop tarder à terminer là. Je voulais juste vous poser une ou deux questions que je pose souvent à la fin de ces webinaires. Déjà, c'est on a parlé de pas mal de monde là. Là, tu viens de nous parler de Guillaume Cabane. On a parlé de la formation EMI, on a parlé de ta newsletter, Marie-Lou. Je crois que tu nous as parlé aussi j'ai oublié du coup, mais Anne Leloup, ouais, tu nous as parlé de Stan Leloup, exactement, de Marketing Mania, c'est ça. Du coup, voilà. Et quels sont un petit peu, pour ceux qui ont envie de creuser tous ces sujets, que ce soit sur les sujets art, automatisation, grosse de manière générale, quelles sont vos références? Qu'est-ce que vous conseillez un petit peu à ces personnes-là d'aller voir, d'aller écouter, d'aller regarder, d'aller lire? Quelles sont vos références à vous, et celles que vous conseillerez? Vas-y, Mario. Alors, c'est vrai qu'il y en a plein. Donc, j'essaye d'aller sur des choses qui sont pas trop techniques. Moi, je sais qu'il y avait Juliane.com. C'est Juliane Shapiro, je me souviens plus du nom, mais l'URL, c'est julian.com. Je vais vous la mettre là. Et en fait, là-dessus, c'est vraiment super intéressant pour comprendre les bases du growth. Il prend chaque axe, en fait, et un petit peu, en fait, sur son site, il met pas mal d'exemples et de bonnes pratiques. Et moi, j'aime bien aller me référer à ça de temps en temps. Typiquement, il va conseiller quel channel d'acquisition il recommande dans le cas où vous êtes B2C, dans le cas où vous êtes B2B, si vous êtes une appli mobile, si vous êtes un SaaS. Là-dessus, voilà, il y a plein de choses à aller creuser qui sont super intéressantes. Donc, moi, je dirais juliane.com. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Après, bon, il y a les podcasts habituels. Il y a le podcast Growthmaker de Gabriel qui est super intéressant pour aller là se plonger dans une problématique d'une startup, de comment elle fait sa croissance. Et notamment, je conseille les hors-séries de Guillaume Cabane, justement aussi. Je pense qu'on est unanime sur le sujet, mais les épisodes de Growthmaker où Guillaume Cabane est invité sont super intéressants pour vraiment aller plus loin sur des stratégies growth. Et puis, ouais, voilà, après... c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà, si vous écoutez tout ça. Maxime, voit que tu nous partages un lien de Growth Tool. Ouais, alors c'est une ressource que j'aime beaucoup. Si jamais on a un manque d'inspiration, on peut toujours faire un petit random et avoir une petite idée. Moi, j'aimerais prendre un angle un petit peu différent de celui de Marie-Lou et qui est plutôt de se dire... Alors, bien sûr, je trouve ça très, très utile. Typiquement, ta newsletter. Tu vois, être inscrit à des newsletters, recevoir des informations de manière régulière, des petites idées. Mais moi, j'aimerais vraiment insister sur... non, mais j'adore les newsletters. Ouais, je suis abonné à je ne sais combien de newsletters que je lis en diagonale, mais parfois juste en 15 secondes. Quelles sont les grandes thématiques? Est-ce que je pense que ça peut être appliqué à Vibe? Mais là où j'aimerais vraiment mettre l'accent, et je pense que c'est super intéressant, c'est la lecture et la compréhension de tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui. C'est impossible de vous dire, et moi j'aurais bien aimé pouvoir vous dire, ok, vous faites ces 3 automatisations et voilà, vous allez avoir de la croissance, vous allez avoir une super boîte. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. C'est justement cette adaptabilité, cette compréhension des outils, de leur interconnectivité et de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qui est mis à disposition, qui va nous permettre d'implémenter ces idées et de générer de la croissance. S'il y avait un template qui permettait de devenir une licorne, franchement, ça se ferait.
C'est à chacun de trouver ces techniques, et plus vous allez avoir des compétences solides en API, en webhook, en automatisation, etc., en opération, en capacité d'organiser de l'information et créer des processus, plus vous allez être à même d'adapter les idées que vous allez lire à gauche et à droite à vos problématiques.